Voilà, donc je vais essayer de vous détailler voilà, ce qu'on compte faire dans le cadre de la filière développeur full stack sur AWS. Voilà, donc j'ai préparé un petit support où je vais essayer d'aborder, parler un peu du marché de l'emploi, en tout cas pour le développeur AWS, enfin, après avoir rappelé quand même les objectifs du programme Capsiki. Après, je vais faire le focus sur les objectifs du parcours développeur full stack. Un autre focus sur AWS, donc pourquoi est-ce que j'ai choisi AWS et pourquoi viser la certification. Après, je vais essayer de décliner un peu les quelques modalités et puis le programme. Le programme, bon, pas très détaillé, mais vraiment de façon macro, les différents modules qu'on va essayer d'injecter dans le programme. Et puis peut-être qu'on aura la connexion je sais pas, est-ce il est pas encore là? Peut-être qu'on aura la connexion de Mohamedou Yakoubou. C'est un des promotionnaires de Landry Quam à l'école polytechnique. En fait, il est architecte solution chez Amazon, chez AWS. Donc, s'il se connecte, du coup, si on a vraiment si vous avez des questions pointues, en tout cas sur AWS, il pourra aussi répondre, hein. Il pourra aussi nous éclairer voilà, sur sa vision du parcours développeur full stack sur AWS. Mais bon, s'il se connecte pas, c'est pas grave. Je pourrais répondre à vos questions. Euh, alors, donc, Capsiki, de toute façon, vous êtes déjà engagé dans le programme, hein. Vous savez que, en tout cas, notre ambition, c'est vraiment d'augmenter votre taux d'employabilité à l'issue du parcours, de la formation. On a déjà commencé un peu à décliner ce qu'on souhaite faire à travers le bootcamp. Mais là, on va continuer en rentrant dans les filières. Et donc, nous, on pense qu'il faut miser en fait sur les technologies qui sont les plus demandées souvent sur le marché. Bon, après, on ne peut pas tout faire, donc il faut essayer de choisir quelques-unes et puis se baser aussi sur ce que nous, on connaît pour essayer de transmettre ça. Et donc, moi, dans mon parcours, enfin, je suis sorti de l'école polytechnique, j'ai tout de suite commencé à travailler comme développeur parce que je m'intéressais déjà à Java. Donc, je me suis rapidement certifié développeur Java, certifié pour faire des composants d'entreprise, certifié aussi en architecture. Donc, j'ai vraiment un vrai background de développeur. Donc, j'ai commencé comme ça. Et du coup, même maintenant, hein, là, je continue en tant qu'architecte IT, voilà, mais j'ai fait, mon background, c'est toujours développeur. Même si je peux piloter des projets techniques, voilà, qui des fois n'ont rien à voir avec le développement pur, j'ai toujours gardé ce background-là. Et je pense que c'est important, hein, même si les technologies évoluent vite, il y a quand même des technologies qui restent quand même au cœur, comme Java. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans le parcours, on ne pouvait pas enlever Java. Mais, euh, mais voilà, sur le métier des développeurs, moi, je pense que ce qui fonctionne aussi beaucoup, c'est vraiment cette vision full stack. Full stack, c'est le fait de pouvoir développer sur le front et sur le back. C'est-à-dire, on est capable d'intégrer voilà, un design qui a été fait par un, un UI designer. On est capable de l'intégrer, de faire une couche, de, de faire, de faire une couche front. Et aussi, on est capable de coder, de développer des web services, quoi. C'est-à-dire de faire une couche back. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce métier de développeur, c'est que, voilà, ce sont des métiers qui sont compatibles aussi avec le travail à distance. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple travailler pour une société, mais en parallèle, par exemple, quand vous êtes chez vous, vous faites soit des choses, vous travaillez pour, voilà, sur des projets personnels ou des projets même d'autres clients qui vous sollicitent de façon spontanée, voilà, sur des sujets.
Vous pouvez faire ça à distance. Et si, là, par exemple, ici en France, nous, on est toujours en confinement, là, ils nous ont remis en confinement, ça veut dire que toutes les entreprises qui peuvent laisser les employés en télétravail le font. Donc, on travaille beaucoup de la maison. Donc, c'est pour ça que voilà, le métier de développeur, ça reste quand même quelque chose de fondamental. Donc, dans tous les trois programmes, il y a la composante développeur qui entre en jeu. Et maintenant, si on parle un peu du marché de l'emploi, donc moi, enfin, sur le marché de l'emploi, bon, je vais parler de la France. Là, vous avez une petite capture du site Monster. Monster, donc c'est un des sites les plus populaires hein, pour les gens pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc, on voit que le métier de développeur, voilà, il a toujours la cote. Il y a toujours la cote. Il y a des annonces tout le temps. Voilà, il y a énormément de demandes, voilà, dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi vous vous sentez suffisamment voilà, aguerri, vous avez les compétences qui vont bien et que vous souhaitez marquer sur votre PC, sur votre CV que vous êtes un développeur full stack, c'est sûr qu'il y aura, il y a des recruteurs qui vont essayer de vous chercher. Voilà. Et de toute façon, à travers les trois filières qu'on propose aujourd'hui dans le programme, voilà, la composante développeur, elle est, voilà, que ce soit sur la digital workplace ou même sur la partie data ingénieur, il faut cette fibre développeur pour pouvoir vraiment mener à bien, voilà, pouvoir aller au bout en fait de tous ces cursus-là. Donc pour moi, c'est de toute façon une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est bien sur on a choisi quand même les bons, on a misé sur les bons créneaux. Et, euh, et donc, et donc comme je l'ai dit, hein, en tant que développeur full stack, moi, je vais essayer de mettre l'accent côté front sur une techno qui a toujours la cote, hein, c'est React. Donc, effectivement, il y a beaucoup de techno front, mais je pense on va pas trop s'éparpiller. On va essayer, on va essayer de maîtriser React pour la partie front. Et voilà. Et côté back, React peut fonctionner aussi avec quelque chose qui lui ressemble, qui est voilà, Node.js. Mais on peut aussi faire les backends en Java. En Java, donc ce sera notamment avec du Spring Boot, la partie RESTful de Spring Boot. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de maîtriser. Comme ça, au moins, quand on dit qu'on est développeur full stack, on sait qu'on maîtrise quelque chose, au moins quelque chose sur le front. On sait aller au bout, voilà, au bout au bout d'un projet, hein, toute la partie front. Et aussi côté back, on maîtrise aussi tous les mécanismes, y compris les mécanismes, voilà, qu'on utilise souvent pour la production, des choses comme l'authentification, voilà, toute la sécurité, le logging, les certificats, ce genre de choses. Et maintenant, maintenant on est bon en termes de full stack, il faut être capable maintenant voilà, de travailler aussi dans l'écosystème AWS. Parce qu'on va voir que AWS, ce n'est pas seulement un hébergeur. AWS, c'est tout un écosystème, ça veut dire que quand vous êtes développeur, il y a énormément d'outils qui vont vous faciliter la vie sur la plateforme AWS. Donc, il faut les connaître. Sinon, voilà, vous allez, si vous vous travaillez pour une entreprise qui héberge ces solutions sur AWS, vous allez travailler comme avant, c'est-à-dire vous faites des choses euh, de votre côté. Dès que vous avez quelque chose un livrable, vous essayez de poser sur un serveur juste comme on le fait de façon traditionnelle. En réalité, sur le cloud, on peut faire comme ça marche, mais ce n'est pas le plus efficace. Par exemple, vous serez obligé de vous intéresser à des outils comme Amplify. Donc, Amplify, ça va vous aider notamment voilà, sur vos applications React. Vous les déployez facilement avec Amplify sans vous prendre la tête. Il y a des outils comme voilà, l'API Gateway, donc ça aussi il faut connaître pour exposer vos API. Il y a des concepts
qui n'existent que sur le cloud, comme Lambda. Donc, Lambda, c'est ce qu'on appelle le serverless, c'est-à-dire vous ne vous préoccupez pas d'où sont vos serveurs. Vous écrivez que juste le code. Vous choisissez un langage, hein, ça peut être du Java, ça peut être autre chose, et donc vous faites une fonction Lambda. La fonction Lambda, c'est un service, on appelle ça les services managés. C'est-à-dire vous aurez juste l'URL qui vous permet d'appeler votre service, mais l'infrastructure sur laquelle le service tourne, voilà, il est sur le cloud. Et ce n'est pas vous qui gérez, ce n'est pas vous qui dimensionnez le nombre de ressources dont la machine a besoin. Voilà. Et après, il y a des choses aussi comme DynamoDB. DynamoDB, donc ça, c'est une base de données, une base de données NoSQL. Voilà. Et l'avantage avec ce type de choses sur AWS, c'est que c'est aussi des services managés. C'est-à-dire, vous allez juste cliquer sur un formulaire et tout de suite, ça vous provisionne un serveur sur lequel il y a la base de données, le serveur de base de données qui est installé, et vous avez juste à créer des tables. Vous créez des tables, vous vous connectez à la base de données DynamoDB, vous la manipulez, vous faites plein de choses. Et l'infrastructure est gérée par AWS. Donc, c'est cette composante qui va faire que vous êtes développeur, mais vous êtes aussi capable voilà, de déployer sur AWS en respectant voilà, les bonnes pratiques sur le cloud. Et ensuite, il y a, en termes d'objectifs, il y a la préparation à la certification Certified Developer Associate. Donc, ça, c'est une certification hein, qui est proposée par AWS pour bien montrer que voilà, tous ces outils dont on a parlé, vous savez effectivement les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que quand vous avez une demande qui arrive, vous savez que pour ce type de demande, il vaut mieux utiliser une base de données Amazon RDS et pas une base de données DynamoDB. Voilà, pour ce besoin qui apparaît, il faut qu'on active un cache Redis ou qu'on fasse autre chose. Pour tel autre besoin, la fonction lambda, c'est mieux d'écrire une fonction lambda et pas autre chose. Voilà, juste une minute. Voilà, donc on peut continuer. Donc je disais que voilà, cette certification, elle va vous, en tout cas, donner le message aussi aux recruteurs que voilà, vous êtes allé vraiment au bout des sujets concernant toutes ces solutions que AWS met à disposition, voilà, des développeurs qui, qui, qui travaillent sur sa plateforme. Et donc tout ça, toujours en gardant en tête l'objectif de vous préparer pour l'emploi. Et donc, pourquoi AWS? Enfin, je pense que vous m'aviez déjà posé la question une fois, donc moi j'ai répondu que c'était parce que AWS c'est vraiment le leader du marché. C'est un opérateur américain, mais il est international. C'est-à-dire que même en France, voilà, il va toujours dominer le marché. Après, effectivement, il y a des challengers hein, comme Azure, il y a le cloud de Google, il y a même le cloud d'Alibaba. Il y a des choses comme Salesforce, enfin, qui est beaucoup plus connu pour son CRM. C'est-à-dire que lui, il est vraiment sur une solution, il n'est pas sur toute la palette des services, mais bon, il compte quand même sur le cloud. Et puis, il y a d'autres clouds. Mais voilà, nous, on n'est pas en partenariat avec tout ce beau monde, donc il faut viser vraiment euh, en tout cas, le provider qui va vous donner accès au plus d'opportunités. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, j'ai misé sur AWS. Après, pourquoi viser la certification? Bon, donc ça, j'ai retrouvé cette statistique, hein, donc c'est sur cette adresse, c'est lien forbes.com. En 2019, en tout cas, on voit cette certification AWS, Certified Developer Associate, qui était vraiment très bien classée, qui était classée numéro 5 sur voilà, quelles sont les certifications qu'il faut avoir pour 2019.
Après, bon, là, il y a des gros salaires, hein. Bon, c'est des salaires, c'est certainement le marché tel qu'il se présente aux États-Unis. Donc, bon, c'est pas forcément les mêmes. Et puis, qu'on soit débutant ou expérimenté, les salaires sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Euh, ensuite, bon, en tout cas, les modalités euh, sur la filière, voilà, on va essayer de faire comme on l'a déjà fait, hein. De toute façon, on fait ces sessions voilà, en Zoom, mais voilà, vous avez aussi accès au centre de formation qui est à Douala pour ceux qui ont déjà fait une petite pige là-bas. Donc, normalement, là-bas, vous aurez accès à une connexion Internet, voilà, et aussi à des outils de visioconférence. Donc, la connexion Internet, c'est pour que vous puissiez travailler, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire si on n'est pas connecté. Voilà, Google est beaucoup utilisé, hein, et vous en aurez besoin parce qu'il y a toutes ces technos-là. Il y a moyen de s'auto-former voilà, sur Internet et tout. Nous, on va vous mettre sur les rails, mais pour vraiment maîtriser les choses au bout des doigts, il faut pas hésiter voilà, à, à exploiter les outils Internet. Et après, les outils de vidéoconférence, c'est surtout pour quand on va faire les événements, voilà, Digital Café ou Digital Talk. Voilà. Et donc, sur la filière, on va essayer de refaire un planning un peu comme ce qui avait été fait pour le bootcamp qu'on vient de finir. Donc, voilà. Il y aura aussi un bootcamp filière. Il y aura voilà, les différents modules. Je vais vous lister ça après. Et effectivement, régulièrement, on va peut-être vous donner des devoirs et vous évaluer aussi, voir un peu comment vous avancez un peu dans le cursus. Et puis, rapidement, donc peut-être après le bootcamp, on va tout de suite commencer à imaginer un projet sur lequel vous allez travailler tout le long du déroulement de la filière. Et aussi, on va voir que pour passer la certification, c'est pas juste, il y a un travail, il y a un travail à faire hein, pour passer la certification. Il faut se préparer et on va essayer du coup de mettre les choses en place pour valider aussi les compétences là, pour vous rassurer sur le fait de passer la certification. Parce que là, les certifications AWS, pour l'instant, moi, j'ai pas vu qu'elles étaient traduites hein, en français. Donc, déjà, il y a un aspect où faut se dire que pour la faire, il faut avoir quelques notions. Enfin, on ne demande pas d'être fluent en anglais, mais il faut avoir quelques notions en anglais de façon à ce que vous puissiez lire de la documentation en anglais au moins. Parce que la certification, pour l'instant, c'est des QCM. Donc, il faut pouvoir lire, comprendre le problème et puis choisir parmi les options qui sont présentées quelle est l'option qui vous paraît correcte. Voilà. Et donc, pour l'instant, je vois les modules comme ça. Donc, on va faire cette introduction à AWS. Donc, il y a plein de notions hein, qu'il faut, qu'il faut pouvoir, qu'il faut comprendre sur le cloud. Parce que le cloud, bon, même si on sait que c'est des serveurs qui sont hébergés quelque part, voilà, il, il y a des notions qui ont été inventées spécifiquement pour le cloud. Hein. Voilà, c'est quoi la notion de compte, les accounts, c'est quoi la notion de région, c'est quoi la notion de zone de disponibilité. Voilà, sur AWS, il y a ce service qui est indispensable, c'est IAM, il y a EC2, c'est les serveurs. Voilà, VPC, c'est vraiment, enfin, c'est votre portion de cloud qu'on vous réserve sur AWS. Il y a des outils comme CloudWatch. Il y a S3, il y a Route 53 pour les DNS. Voilà. On pourra voir avec, par exemple, Amplify, comment on fait, on crée une application web simple. On pourra aussi voir, il y a plein de petits tutos qu'on pourra faire pour faire du lambda, voilà, pour vraiment pour vous donner voilà, cette familiarité avec le web, avec le cloud. Voilà. Euh, un petit module pour vraiment introduire aux applications full stack.
Bon, après, full stack, c'est des gros mots, mais en réalité, c'est vraiment ces applications qui sont distribuées et qui ont plusieurs tiers. Ça peut être un tiers web, un tiers, vous pouvez avoir aussi un tiers back-end, vous pouvez avoir des tiers pour la partie broker. Par exemple, si vous avez des applications qui sont asynchrones, qui vont par exemple consommer des messages en background, ça aussi, ce tiers peut apparaître. Voilà, il y a toujours le tiers base de données. Donc, c'est ça les applications full stack. Il y a plusieurs stacks qu'on empile pour pouvoir implémenter, enfin en tout cas pour réaliser euh, ce qui est demandé hein, en termes dans la spécification. Voilà. Après, donc, il y a un module 3 qui est vraiment autour de React.js. Donc, tous les concepts React.js hein, pour que quand vous arrivez sur un projet, s'il est fait en React, en un coup d'œil, vous savez tout de suite comment ça marche. Vous savez, vous savez identifier où est-ce que où les routes sont déclarées, ou est-ce que une fois que vous avez les routes, vous regardez les composants qui vont avec, vous regardez qu'est-ce qui a été mis dans l'état, qu'est-ce qui n'est pas dans l'état. Enfin, il y a plein de petites choses il faut pouvoir, en tout cas, il faut être à l'aise avec pour que vous puissiez intégrer voilà, un projet en cours de route qui est déjà sous React.js et que en même pas une semaine, vous soyez opérationnel sur le projet. Après, il y a Spring Boot. Donc, Spring Boot, on va essayer de voir un peu les modules. On avait déjà vu en fait en bootcamp les 3 modules qui sont intéressants. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a la partie RESTful, il y a, il y a tout ce qui se fait avec Hibernate, JPA, il y a l'authentification, la basique authent, ou alors l'authentification avec les tokens JWT. Il y a cette partie CRUD voilà, pour manipuler les données. Et après, il y a encore tout un tas de connaissances pour être prêt pour la certification. C'est-à-dire que même si vous ne les utilisez pas directement sur un projet, pour la certification, il faut les connaître. Il faut par exemple connaître comment faire en sorte que le cloud ne vous coûte pas trop cher. Donc c'est la partie billing. Parce que le cloud est aussi intéressant parce qu'il a introduit ce qu'ils appellent le free tier. Donc, c'est vraiment une période d'un an. Vous pouvez utiliser énormément de ressources dans le cloud sans payer un seul centime. Voilà. Mais ils ont mis quand même quelques limites. C'est-à-dire, si vous dépassez les limites, même si vous êtes dans la période d'un an, vous allez quand même payer. Donc, ça, c'est un peu à connaître. Il faut connaître les load balancers parce que voilà, les load balancers, ça vous permet d'avoir des architectures qui sont vraiment voilà, résilientes. C'est-à-dire, vous pouvez perdre, AWS peut perdre toute une zone ou vous pouvez perdre un serveur, mais comme vous avez votre load balancer, il y a peut-être un nœud que vous avez mis dans euh, sur une autre zone de disponibilité qui va répondre à la place. Donc là, vous n'êtes pas seulement en train de vous intéresser à l'application en tant que développeur, vous regardez, vous faites aussi, vous voyez aussi comment ça se passe quand l'application est exploitée, quand elle est mise en production. Il y a des choses comme la fédération, parce que souvent vous allez arriver dans une entreprise, les gens ils s'authentifient par exemple avec l'Active Directory de l'entreprise, et on vous dit que votre application, il faut aussi que on puisse s'authentifier avec. Donc, pour ça, voilà, AWS a déjà prévu beaucoup de façons d'intégrer, en tout cas, les référentiels existants. Il y a Cognito qui peut aider dans ça, mais il y a aussi de la fédération voilà, directement via SAML voilà, ou OpenID Connect, des choses comme ça. Là, je vous ai déjà parlé des bases de données. Donc, ça, c'est les bases de données relationnelles, hein, RDS. DynamoDB, c'est les bases de données NoSQL. SQS, donc ça, c'est un broker. Hein. Donc, ici, il y a vous pouvez faire des queues pour faire la communication asynchrone. Voilà. SNS, donc ça, c'est pour les notifications. Vous pouvez recevoir des mails suite à, voilà, vous déclenchez des choses et vous recevez des mails en configurant ce genre de choses.
Bon, Amazon MQ, donc tout ça, ces trois-là, c'est la famille des brokers. Voilà. Il y a Amazon Kinesis. Kinesis, donc ça, on est dans les besoins, on va dire, dans les besoins du temps réel. Donc, c'est comme un broker, mais il est fait pour le temps réel. C'est-à-dire vraiment les messages qui arrivent à une très, très haute vitesse. Là, on a des outils comme CloudFront. Pour le DNS, on a Route 53, voilà, Elastic Beanstalk. Et voilà, il y a un module projet. Bon, peut-être on ne va pas faire les choses forcément dans cet ordre, parce que par exemple, le projet, s'il faut qu'il dure 3 mois ou 6 mois, il faut déjà qu'à un moment donné, même si on n'a pas encore tout vu, qu'au moins on ait déjà une idée de c'est quoi le projet. Donc ça, on va le faire voilà, au fur et à mesure. On va affiner au fur et à mesure. Et puis voilà, hein, donc ça c'est tout ce que j'avais prévu hein, de vous dire voilà, en préambule. Et donc, voilà, et donc, on peut passer à une phase voilà, de questions-réponses, hein, si vous avez des questions. Je ne sais pas si Mohamedou a pu se connecter. Il n'est pas là. Oui, Si, il je est là. suis là. Voilà. Voilà, merci, chef, hein, de t'être connecté. Donc, j'avais déjà annoncé que tu allais peut-être nous rejoindre. Donc, je vais encore essayer de te présenter. Hein. Donc, tu as, comme moi, tu étais à l'école polytechnique. Voilà. Et aujourd'hui, tu es solution architecte chez Amazon, chez AWS. Et voilà. Et donc, je comptais sur toi hein, pour que tu puisses édifier un peu, voilà, tous nos jeunes frères hein, voilà, qui sont avec nous dans ce programme Capsiki. Tout à fait. Ok, Donc, tu as la parole. d'accord, je vais essayer de présenter mon écran. Donc, bonjour à tous, hein. Merci Stéphane de m'avoir invité. Je ne sais pas si tu vois Déjà, j'arrête pas mon encore. partage. Attends, voilà, oui, j'étais autorisé normalement à partager. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, c'est écrit que tu as commencé le partage. Donc, ouais, c'est bon. Oui, nous voyons l'écran. Bonjour, monsieur. Ok, ok, super. Bonjour. Pas besoin de dire monsieur, il n'y a pas de souci, hein. Donc oui, comme Stéphane, moi j'ai fait l'école polytechnique, donc j'ai terminé en 2007 et après être sorti de l'école, j'ai travaillé au Cameroun au sein d'une start-up qu'on appelait à l'époque Koussevi Technologies. Donc on a fait beaucoup de développement logiciel et j'ai effectivement participé à comment le développement logiciel, en tout cas le rôle du développeur full stack a changé au travers du temps. Je vais essayer de brosser ça assez rapidement. Et bien sûr, depuis 2007 que je suis dans le métier, il y a eu beaucoup de différents types d'architecture, beaucoup de différentes technologies pour construire la partie front, pour construire la partie back qui arrivent, hein. Mais c'est ça le domaine de l'informatique et de la technologie, c'est que ça bouge beaucoup et ça bouge très rapidement. Donc, nous, notre objectif, c'est vous donner les bases pour bien architecturer vos applications, pour utiliser à cet instant T, hein, les technologies les plus courantes qu'on voit sur le marché. Donc, pour vous aider à être à l'aise lorsque vous êtes intégré dans un projet de type React. Ce qu'on a vu aussi ces derniers temps, c'est qu'il y a le cloud qui vient un peu bousculer tout. Ça vient chambouler la façon avec laquelle les gens développent les applications, utilisent les services, la façon avec laquelle les gens déploient les applications. Vous savez que pour déployer une application aujourd'hui, il faut des serveurs, hein. Ce n'est pas sur votre laptop où vous avez développé votre application que l'utilisateur qui est par exemple aux États-Unis va accéder. Non, il faut déployer votre application sur un serveur qui a une capacité en termes de CPU, en termes de mémoire, et qui est capable de répondre à plusieurs utilisateurs différents. Et donc voilà, toute cette complexité de déployer les applications, de devoir payer des serveurs à chaque fois. Donc de plus en plus, les développeurs ont du mal par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on voit le cloud aujourd'hui qui permet d'avoir des architectures un peu plus avancées qu'on appelle par exemple des architectures serverless, hein, donc on verra assez rapidement.
Un peu. Donc, je vais vous parler un peu de l'évolution du développement logiciel dans le temps, comment le développeur est aujourd'hui au centre de tout, hein. C'est grâce à lui qu'on peut faire des applications comme Facebook, qui est utilisé par plusieurs millions de personnes. Je pense même qu'ils sont à 1 milliard maintenant. C'est grâce aux développeurs qu'on a des choses comme Google. Tu peux rester chez toi ou sur ton téléphone, rechercher un développeur full stack, comme ce que Stéphane a présenté tout à l'heure. C'est grâce aux développeurs qu'on arrive à faire tout ça. Et comment le développement logiciel lui-même a évolué dans le temps et comment nous sommes là pour vous aider. Un truc qui est quand même important, et si vous avez des questions, vous pouvez n'hésitez pas à me stopper, hein. Il n'y a pas de problème. C'est que le logiciel se retrouve partout, hein, dans toutes les industries. Je vous mets au défi, choisissez-moi une seule industrie. Je serai capable de vous dire comment on peut utiliser le logiciel pour améliorer l'industrie. Donc, on voit des choses comme qu'on connaît dans les games vidéo, les jeux vidéo. On a des choses comme Ubisoft, Nintendo qui utilisent le logiciel. On a des industries comme Netflix. Aujourd'hui, Netflix, à partir de ton téléphone, tu peux regarder un film, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il faut aller acheter un CD et avoir tous les outils à la maison pour le regarder. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, tu installes l'application, tu as accès à des films qui sont sortis très récemment, en fait. Donc, c'est grâce au logiciel qu'on peut avoir tout ça. Quand on prend le domaine comme l'aéronautique aussi, des choses comme on voit Ryanair, Camerco, tout ça, ils s'appuient sur des logiciels pour faire les réservations de tickets, par exemple. Et ce sont les développeurs qui construisent ces applications, hein. Quand on voit des entreprises comme Coca-Cola, même Coca-Cola utilise du logiciel vraiment à fond. Dans quasiment tous les domaines, on va trouver des logiciels. Et maintenant, ça va même beaucoup plus loin avec la notion de machine learning, où on apporte un peu l'intelligence à nos applications. Vous savez, quand on développe les applications, on a beaucoup d'instructions où on met des if-else, on met des fonctions, on orchestre un peu les fonctions entre elles. Mais avec le machine learning, on pousse un peu la chose un peu plus loin, où on permet aux applications d'apprendre toutes seules, de s'adapter à ses utilisateurs. Et donc, ça c'est vraiment, et on est vraiment au début de ce changement, hein, de software est encore au début. Ce qu'on sera en capacité de faire 15 ans, 20 ans à partir de maintenant sera impressionnant. Donc, il est important pour vous aujourd'hui de comprendre le rôle de développeur, de comprendre à quel niveau le développeur intervient, comment il peut être pertinent et pourquoi il est vraiment important dans le développement d'applications complexes. Et donc, dans tout ce que je viens de vous montrer, donc, on voit que les développeurs occupent quand même une place de choix. Les trois talents qu'on attend en fait d'un développeur aujourd'hui, c'est qu'il doit comprendre en fait la notion de design, c'est-à-dire il doit pouvoir construire les applications que les utilisateurs aiment. Donc, tu peux être le meilleur développeur du monde, hein. Si tu construis une application qui est très compliquée à utiliser, tu auras très peu d'utilisateurs. Et à la fin, une autre application, même si elle est moins bien que la tienne, mais si elle est belle, finalement, tu auras beaucoup d'utilisateurs qui vont adopter l'application. Et ton application, hein, finalement, va commencer à te rapporter de l'argent lorsqu'il y a un certain nombre d'utilisateurs, une taille critique d'utilisateurs qui ont installé, par exemple, qui utilisent au quotidien ton application. Donc, ça passe par des présentations modernes, hein, comme on a vu, on va le voir sur les mobiles. Et donc, on doit pouvoir utiliser ton application à la fois sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur et même sur les montres connectées, sur les assistants vocaux comme les assistants de Google ou d'Alexa. Donc voilà, aujourd'hui, une application, ce n'est pas uniquement ce qu'on a sur notre ordinateur. Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser et il est important pour le développeur de comprendre que le design est très important. Et c'est le premier point. Un autre point qui est primordial, c'est qu'il faut que le développeur comprenne la technique qu'il y a derrière. Il comprenne que la technologie évolue et qu'il soit au fait des dernières technologies qu'on peut utiliser pour accélérer
le développement de notre application. Aujourd'hui, on parle beaucoup des choses comme AngularJS, React, Node.js, c'est des choses qui n'existaient pas en 2007. Quand moi j'avais commencé, en tout cas, je ne connaissais pas. Quand j'avais commencé le développement web, on faisait peut-être du JS, JavaScript pur et dur, du HTML. Maintenant, avec des frameworks comme Angular, on construit des choses beaucoup plus complexes qui permettent d'accélérer le développement des applications web. Et même ces applications-là peuvent être aussi utilisées directement sur le mobile lorsqu'on package ça d'une façon adaptée. Donc, il n'y a pas que les technologies. Donc, on parle aussi d'architectures qui ont évolué. Donc, on voit beaucoup la notion d'architecture microservice aujourd'hui. C'est-à-dire, vous n'avez plus une seule application monolithique, c'est-à-dire qui fait tout. Donc, il y a à la fois le front, qui a à la fois le back, qui a à la fois l'accès aux données. Mais on a aujourd'hui un front qui est séparé du back et ton back-end peut avoir plusieurs services différents. Et ça c'est vraiment le top niveau, c'est le summum qu'on voit aujourd'hui dans le monde du logiciel. Et on pousse un peu plus loin avec ce qu'on appelle aussi les architectures cloud, donc les applications cloud native. C'est-à-dire, au lieu de développer toi-même, par exemple, ou d'installer toi-même ta base de données sur ton poste de travail ou bien sur le serveur dans lequel tu veux déployer ton application, tu peux en 2-3 clics créer une base de données MySQL, Postgre ou même SQL Server, comme tu le souhaites, et donc de profiter à fond vraiment des services que le cloud t'offre pour te concentrer, toi, en tant que développeur, sur le cœur du métier, sur le business. Et donc, ce qui m'amène à la troisième compétence du développeur, c'est qu'il doit aussi avoir un vernis business. On ne peut pas uniquement dire aux développeurs aujourd'hui, c'est bon, tu connais Angular ou React.js, ça va, tu es bon. Non, parce que quand tu développes une application, c'est pour résoudre un problème métier. Et donc, il faut que tu connaisses ton business. Il faut que tu connaisses comment ton business évolue. Je ne sais pas si vous avez connu High Five à l'époque. C'est une application qui est un peu comme Facebook maintenant. C'est High Five qui avait commencé avec les réseaux sociaux. Et ça datait de très longtemps. Mais High Five aujourd'hui n'a pas vite innové, n'a pas été rapide dans la création de nouvelles fonctionnalités au quotidien. Il s'est fait rattraper par Facebook et Facebook aujourd'hui détient la majeure part de marché sur la notion de réseaux sociaux. Et pareil, Facebook n'était pas très attentif à ce qui se passait autour d'Instagram, autour de WhatsApp, qui sont aussi d'autres formes de réseaux sociaux que des gens ont développés parce qu'il y avait un problème business qu'ils ont identifié. Et donc, Facebook n'a pas tout suivi. Et donc, voilà, Instagram a été créé, WhatsApp a été créé. Et finalement, c'est Facebook qui s'est vu, qui était obligé de les racheter pour ne pas se faire dépasser aussi, comme eux, ils avaient dépassé iPhone. Donc, il faut bien comprendre l'environnement dans lequel on est, comment cet environnement évolue, comment est-ce qu'on peut innover et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution vraiment aux clients et aux utilisateurs qui vont utiliser nos applications. Donc, ces trois piliers sont vraiment très importants pour vous en tant que développeur. Il faut l'avoir un peu. Autant la partie technique et design, on peut se dire, bon, c'est peut-être un peu plus évident, on va apprendre ça assez rapidement. Autant la partie business, voilà, il faut quand même prendre un peu de temps pour discuter donc avec ceux qui sont dans le métier depuis quelque temps, pour comprendre un peu les besoins, pour comprendre les pain points et comment est-ce qu'on peut les améliorer avec du logiciel. Est-ce que vous avez des questions? Il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Je peux parler comme ça jusqu'au soir. Okay. Bon. Bonjour, monsieur. Mohamed. Bonjour, Serge. Oui, je dirais, j'ai une question qui porte sur votre premier discours, votre première intervention, qui porte sur le développement, la place qu'occupe le développement. En fait, pas plus que c'est avant-hier, puisque j'ai une petite soutenance samedi, on faisait des recherches sur Internet et j'ai constaté que les certifications IT les plus recherchées, la majorité sont du côté des réseaux. Bon, j'ai pris les 16 premières et dans les 16, il y a AWS qui est un 13e. Et donc, il y a la data, il y a peut-être 2 ou 3 qui sont
dans les autres domaines. Le reste, c'est comptabilité et réseau. Moi, ça va si vraiment... OK. Parce que, voilà, d'après votre intervention, je comprends que la place des développeurs est vraiment très grande, mais là, je suis un peu confus. Alors, c'est une excellente question, hein. Comme tu dis, il y a AWS qui sort en premier. AWS, c'est une plateforme en fait de cloud, hein, qui te permet de rapidement développer des applications. Mais la plateforme elle-même, ce n'est que du logiciel, hein. C'est des développeurs derrière qui ont construit la plateforme qui permettent aux gens, justement, en quelques clics, par exemple, de créer une base de données, en quelques clics de déployer une application. Et donc, voilà, ce n'est que du logiciel. Et la deuxième question sur la partie réseau, même le réseau est en train d'évoluer vers ce qu'on appelle maintenant du SD-WAN, en fait. Non, c'est pas software le SD-WAN. design Network. network. Voilà, vers du SDN, c'est-à-dire c'est du Software Defined Network. C'est-à-dire c'est le logiciel qui va piloter en fait comment les paquets vont transiter en fait d'une machine à une autre, comment la sécurité se fait autour d'un paquet. Par exemple, quand un paquet IP arrive avant d'arriver sur le serveur, c'est le logiciel qui va vérifier est-ce que c'est un paquet qui a le droit de passer ou pas. Donc, tout, même sur ce côté networking, en fait, ça devient du logiciel. Peut-être aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui ont besoin de construire du networking, de mettre en place des interconnexions, mais dans le temps, même ces interconnexions ne vont plus exister parce qu'elles seront portées dans le cloud maintenant. Donc, du coup, toi, en tant que développeur, et même si tu es un administrateur réseau dans une entreprise, ce que tu auras à faire, c'est de définir vraiment ta segmentation réseau, hein, c'est-à-dire ta partie publique, ta partie privée, comment on fait le routage de paquets. C'est tout, c'est fini. Après, c'est le développeur qui va venir maintenant apporter de la valeur à ses clients au travers des logiciels qu'il va construire, au travers de l'innovation qu'il va apporter. Donc tout ça, vraiment, ça change énormément. Donc, on est même en train de parler d'une nouvelle révolution, en fait, la révolution technologique. C'est vrai que ça peut avoir un sens très global et large, hein, la notion de technologie, mais ce qui se passe derrière, ce n'est que du logiciel, en fait. Alors, il peut y avoir effectivement d'autres certifications, hein. Les comptabilités, c'est aussi des métiers qui ne vont pas, qui sont encore pertinents là à cet instant. Je ne sais pas ce que ces métiers vont devenir dans 10 ans, hein, parce que dans 10 ans, tu auras un logiciel qui va te faire tout seul la comptabilité de ton entreprise, parce qu'il y a du machine learning derrière. Le logiciel a appris en fait comment est-ce que tes comptes marchent, comment tes actifs et tes passifs sont consommés sur l'année. Et finalement, il doit pouvoir te faire sortir toutes les propositions de la comptabilité. On a des entreprises aujourd'hui qui sont en train de tester en fait la notion d'avocat virtuel. Quand je dis avocat, c'est le métier d'avocat, hein, dont tu vas défendre quelqu'un dans la cour de justice, hein. On a un logiciel qui a étudié en fait plusieurs, je ne sais pas si on appelle ça, plusieurs procès et arrive en fait à faire des prédictions et à fournir un peu des recommandations à des avocats un peu juniors sur l'approche qu'il faut prendre en fait. Donc voilà, il y a des métiers qui existent aujourd'hui, c'est normal, mais je ne sais pas ce que ces métiers seront dans le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'elles seront certainement bouffées par du logiciel. Et donc, toi, en tant que développeur, il faut que tu comprennes, encore une fois, ce que je disais dans le business. Comment est-ce que ton logiciel que tu vas développer va apporter de la valeur à tes clients, en fait. Donc voilà, ne sois pas confus par rapport à ça. Pour moi, c'est tout à fait normal, hein, que les métiers soient transformés au fur et à mesure par du développement logiciel. On a d'autres métiers, en fait, ce qu'on appelle souvent les back-office, hein. Par exemple, quand les gens vont demander les crédits en banque, c'est une procédure en fait que les banquiers font. Donc, ils cliquent sur leurs applications. Il y a tout un process où, à la fin, ça permet de dire est-ce que voilà, ils vont accorder du crédit ou non. Même ça, aujourd'hui, on automatise ça. Et donc, c'est le logiciel qui va faire
ce processus tout seul à la place du banquier. Et le banquier va finalement se recentrer sur son cœur de métier et expliquer un peu les avantages des produits qu'ils offrent, en fait. Donc, voilà, il faut se projeter dans le temps. Sur le court terme, tu vas forcément trouver des choses autour du networking, de la comptabilité, l'informatique de gestion et autres, mais dans le moyen long terme, tout sera autour du software. Ouais. Et puis de toute façon, nous, on transmet aussi ce qu'on a. Nous, on est développeurs à la base. Et effectivement, voilà, on ne va pas aller se challenger avec l'écosystème réseau, parce que c'est d'autres écosystèmes, hein. C'est-à-dire que peut-être que le sens que nous, on donne aux certifications n'aura pas le même sens que voilà, tout Cisco ou SD-WAN, enfin en tout cas, tous les acteurs du réseau vont donner à la certification. Et voilà, c'est-à-dire, faut pas, là, si tu veux faire vraiment des comparaisons, faut comparer avec l'écosystème du dev. C'est-à-dire, est-ce que tu es sur les technos, les bonnes technos, voilà. Est-ce que c'est ces bons choix-là que tu as fait? Et si on compare maintenant réseau, développement, machin, et que tu tombes sur un site, parce qu'après aussi, faut souvent voir, les sites n'ont pas la même réputation, hein. C'est aussi le désavantage du web. Il y a beaucoup d'informations. Mais si, par exemple, tu es sur un site où, en fait, il était en train de te vendre des certifications réseau et il te fait un classement bidon, tu vois, là aussi, tu peux avoir comme une fake news sur l'IT. Et il faut aussi être sur des... Quand je vous présentais, par exemple, le slide, j'ai mis que c'est sur un site Forbes. Forbes, c'est pas un site où on va normalement tricher. C'est-à-dire que normalement, ils ont vraiment les bonnes datas et voilà. Et ils regardent sur le marché du travail mondial quelles sont les certifications qui ressortent. Voilà. Après, je ne dis pas que ta source n'était pas bonne, hein, mais même si elle est bonne, il faut peut-être que tu mettes un filtre sur les métiers, en tout cas, sur l'écosystème du dev. Voilà, qu'est-ce qui ressort? C'est clair. C'est clair. Et donc, je vais enchaîner. Donc, oui, monsieur, oui, vas-y. Monsieur, j'ai une question en fait. C'est que, bon, sur l'ancienne diapositive, vous nous avez dit que le développeur a une place de choix côté design, technique et business. Or, de ce que ce que nous a dit et de ce qui se fait comprendre, en fait, le développeur occupe la plus basse, le plus bas niveau hiérarchique en entreprise parce que, en quelque sorte, c'est lui le technicien. Donc, c'est-à-dire, il vient appliquer ce que les gens ont pensé et tout. Donc, c'est carrément, comme on dit souvent, c'est une excellente question. Mais maintenant, monsieur, comment va affecter l'aspect business vu que lui, il n'est que la main agissante, donc il n'est pas la tête pensante en fait. Non, justement, il faut sortir de ce prisme de réflexion. Le développeur n'est pas la main qui agit, en fait. On ne va pas lui dire que va juste faire ça et il va s'enfermer dans son bureau, il va commencer à développer et après il dit, voilà, moi j'ai fini le travail que tu m'as demandé. Toi, en tant que développeur, tu connais, par exemple, les nouvelles approches pour développer des front-ends. Tu vois, et tu pourras lui dire, attention, ce que tu me demandes de faire, je pense qu'on peut faire ça différemment et on va permettre avec ce que moi je propose d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs, par exemple. Et donc, ça change beaucoup. Regarde, par exemple, hein, les plus grandes entreprises ont été ont été créées par des techniciens. Aujourd'hui, quand tu prends Microsoft, ils font quoi? C'est que les développeurs. Facebook a énormément de développeurs. Bien sûr, ils ont ceux qui s'occupent un peu de la partie communication, ceux qui font de UX, UI design. Mais la question fondamentale lorsqu'il faut développer une feature, c'est qu'on met tout le monde autour de la table, y compris ceux qui font, par exemple, le product owner. On va les mettre sur la table, on va mettre le développeur autour de la table, on va mettre les architectes, les gens de la sécurité autour de la table.
et on discute ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de cette feature? Comment est-ce que ça peut résoudre un problème particulier? Donc, le développeur n'est pas, justement, il ne faut même pas penser comme ça parce que sinon, tu vas toujours rester justement sur la place fausse qu'on va t'attribuer qui est, voilà, pisse le code et puis voilà, c'est fini, on n'a plus besoin de toi. Non, non, le développeur a une valeur à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, il sait dire, par exemple, qu'au lieu de mettre une liste déroulante, il faut mettre un autre type de liste parce que voilà, c'est ce qui marche le mieux dans le monde du logiciel aujourd'hui. Il va te dire, au lieu d'avoir, je ne sais pas, un seul service qui fait tout, il va te dire non, il faut isoler tel service de l'autre parce qu'il y a un service qui est beaucoup plus utilisé que les autres et donc ça va scale, ça va grossir de façon différente. Donc, c'est ce prisme où on attend réellement d'un développeur. En tout cas, quand moi, je recrutais encore, je recrute encore hein, des développeurs et des architectes, la première question que je lui pose est dans ton dernier logiciel que tu as développé, qui sont tes clients? Comment tu as fait pour apporter de la valeur à ton client? Comment tu as impacté ton business avec ce que tu as développé? Voilà, je ne suis pas en train de dire que tu dois tout connaître le business. Hein. C'est quasiment impossible parce qu'il y a tellement de subtilités. Mais justement, cette slide, c'est pour attirer l'attention sur le fait que vous n'êtes pas que des techniciens. Vous avez, quand vous développez quelque chose, c'est pour répondre à un besoin business et vous devez comprendre ce business. Voilà. Oui, effectivement, bon, ça, on n'a pas abordé toute la partie, comment en fait, même la façon de construire, hein, les équipes projets a évolué. Tu vois, Mamadou, il a parlé de mettre tout le monde autour de la table. Effectivement, avant les gens concevaient les logiciels, comme tu le dis, là, ils pensaient que le développeur, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. On finit de penser tout pour lui et on lui dit, fais ce qu'on a écrit. Aujourd'hui, il y a bon, plein de boîtes, on a bien vu que ça menait à des logiciels où tu avais, il y a un slide hein, du chaos, bon, je n'ai plus la source, où on te montre que 80% des logiciels, tu vas avoir plus de 70% des fonctionnalités que personne n'utilise jamais. Justement parce que ce n'étaient pas des choses qui étaient co-construites. Où on croyait que le développeur, bon, il fait que pisser le code. Non, aujourd'hui, tout le monde est autour de la table pour qu'il y ait justement l'alignement au business. C'est-à-dire, on fait des choses utiles. C'est ça. Et voilà. Et de toute façon, si le développeur était si la dernière roue du carrosse, il essaye d'enlever le logiciel dans tout ce que le développeur dans tout ce que tu fais, il n'y a rien qui sort. Donc, en réalité, il y a plusieurs des idées conçues. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des entreprises où on va croire que non, le développeur, voilà, c'est pas grand-chose. Mais tu arrives aux États-Unis, les grilles des salaires pour le développement sont inversées. C'est-à-dire, d'abord, avant même le salaire du manager, on va d'abord chercher à avoir le bon développeur et le mettre à un très haut niveau, et parce qu'on sait que c'est lui qui sait créer les choses. Donc, c'est ça. Merci Stéphane. Donc, je vais un peu avancer. Donc, au départ, hein, lorsqu'on parlait de logiciels, je ne sais pas, avant 1995, c'est qu'on a une application où on a tout dedans. Pardon, à la fois le front, le back, tout est fortement couplé, on ne sait plus distinguer les deux. Et on a une base de données qui stocke la donnée. Principalement, c'est des bases de données relationnelles. Hein. Maintenant, après, à partir de 95, quand le web a commencé à se démocratiser, on a senti vraiment que les besoins sont différents entre la couche présentation, donc ce qu'on appelle le front-end qui est au contact avec le client. C'est des technologies qui sont complètement différentes. Donc, c'est des technologies web, hein, c'est du HTML, c'est du CSS, c'est du JavaScript. Les objectifs ne sont pas les mêmes que côté back-end. Le front-end est souvent très léger. Voilà, parce que ce n'est que du HTML qui est interprété par le navigateur et c'est le navigateur qui affiche un peu le rendu en fonction des balises qu'on met. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être mieux puisque c'est différent, hein, séparons-les. Donc, on a du front et on a le back-end. Et le back-end fait des choses un peu plus complexes. Hein, ça peut te calculer, par exemple, les salaires, ça peut calculer des fonctions un peu plus compliquées que ce qu'on a souvent côté front-end. Et là, on utilise des technologies aussi un peu plus complètes
comme du Java, du Spring Boot, comme on a vu. Hein. Et donc, c'est le back-end qui communique avec la base de données. Donc, il n'y a pas de relation entre le front-end et la base de données parce que voilà, le back-end contient le cœur de métier. C'est lui qui sait ce qu'il faut aller stocker dans la base de données, ce qu'il faut aller récupérer dans la base de données, ce qu'il faut renvoyer au front-end. Donc, c'est comme ça que ça a évolué. Et après, on s'est dit, mais en fait, comme les utilisateurs utilisent beaucoup plus les applications qu'ils aiment, donc il faut que les applis soient très jolies. Hein. Donc, on a créé ce qu'on appelle la partie UX design, où c'est un designer vraiment qui va venir étudier la façon avec laquelle le client va interagir avec ton application. Il va rendre ton application jolie. Et on maintient toujours les stacks qu'on a eu, front-end, back-end et data. Et donc, dès cet instant, puisque le designer peut effectivement rendre ton application jolie, la question que les gens se sont posées, c'est pourquoi est-ce que le développeur unique ne peut pas faire à la fois le front et le back et la partie stockage de données? Puisque en fait, les développeurs se plaignaient avant qu'ils ne sont pas forcément des web designers, ils ne savent pas construire les images, ils ne savent pas forcément construire un rendu très, très, très complexe CSS, HTML. Donc maintenant, puisqu'il y a un UX et un UI designer qui peut le faire, pourquoi est-ce que le développeur ne peut pas à la fois faire du front et du back et de la data? C'est de là que provient donc la notion de full stack développeur. C'est quelqu'un qui est à la fois capable d'être à l'aise quand il s'agit de parler de Java, de Spring, d'exposer les services comme des API. Et en même temps, il est capable aussi de développer la façon avec laquelle il consomme les services, la façon avec laquelle il s'intègre avec le designer pour rendre quelque chose d'utile et d'agréable à son client. Donc voilà, le développeur full stack, il fera donc toute cette partie-là jusqu'en bas. Et donc, on peut aussi donc pousser plus loin maintenant, comme je vous ai dit, hein, les applications ne sont pas faites pour être utilisées seulement sur votre laptop. Donc, il y a plusieurs façons de les utiliser au travers des tablettes, de ton ordinateur, de ton mobile, de ta montre connectée. Et maintenant, le back-end est complètement séparé. Hein. Le back-end peut exposer dans ce qu'on appelle des API au travers des architectures orientées services, des architectures orientées microservices, où on a donc plusieurs services et chaque service est isolé, qui a sa propre base de données. Et la base de données peut être relationnelle, hein, elle stocke les données, mais il y a d'autres formes de bases de données aussi. On parle de plus en plus de NoSQL database. Hein, donc voilà. Et donc l'idée ici est de dire chaque service apporte une valeur précise au client et utilise la base de données qui est la plus adaptée pour son besoin. Donc voilà, et bien sûr, en transverse, on a toute la partie gestion de la sécurité, les authentifications, la gestion des logs. Et donc voilà, c'est comme ça que les architectures se présentent aujourd'hui. La séparation fait que aujourd'hui, le back-end peut grossir sans aucun problème. Hein. Ça pourra adresser des millions ou plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et voilà, et s'assurer juste que derrière, justement, on a suffisamment de capacité de serveurs pour héberger nos applications pour que ça soit utile pour plusieurs applis, pour plusieurs utilisateurs. Et donc ça aussi, c'est un problème. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est, nous, en tant que développeurs, hein, on doit pouvoir s'occuper il faut rajouter des serveurs parce que c'est pas suffisant. Et donc, du coup, les gens ont poussé plus loin. Et maintenant, on parle d'architecture serverless avec le cloud hein, qui arrive. Et donc, nous, notre objectif, c'est qu'à la fin, vous puissiez comprendre un peu ce type d'architecture. Parce que ça, c'est les architectures les plus évoluées. C'est des architectures qui apportent de la valeur aux utilisateurs et qui vous permettent, vous aussi, de réduire le temps que vous mettez à développer les applications. Voilà, parce que vous n'avez plus besoin de déployer telle ou telle base de données, d'utiliser des services comme S3, d'utiliser des services comme Cognito que Stéphane disait tout à l'heure pour faire l'authentification. Donc voilà, toute cette partie, par exemple, gestion des utilisateurs, on peut trouver des services cloud qu'ils font à votre place. Donc vous n'avez plus à développer ça.
tous les services d'upload de fichiers, vous n'avez plus à les faire parce qu'il y a d'autres services cloud qui le font. Vous allez vous concentrer justement sur ce qui apporte de la valeur à vos utilisateurs, donc en construisant vos business API, voilà, et faire du code qui apporte réellement de la valeur à vos utilisateurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît. Bonjour. Oui. C'est pas une question sur software développeur. Je voulais savoir qu'est-ce que le métier de cloud architecte. Comprendre réellement ce que c'est. OK. Alors, l'architecte cloud, c'est une très bonne question. L'architecte cloud permet justement de comprendre en fait le besoin métier qu'on essaie de résoudre et d'imaginer des solutions, d'imaginer les services cloud qui peuvent résoudre cette problématique. Donc, quand vous prenez le cloud AWS, par exemple, il y a plus de 200 services qui existent. Il faut les connaître, hein, il faut connaître quel service peut t'aider à répondre à ton besoin métier. Donc, l'architecte cloud, c'est son rôle, donc de comprendre ce que les clients ont envie de faire et de déterminer les services qui peuvent, dans la panoplie des 200 services, lequel est le meilleur service pour répondre à ce besoin particulier. Donc, voilà. Oui, dans le slide que tu montres, hein, Mohamedou, tu vois, chaque icône représente en fait une solution AWS. Donc, l'architecte doit connaître chaque solution, connaître les avantages et les inconvénients, connaître effectivement les cas où il faut appliquer ça. Et pareil aussi, de toute façon, en tant que développeur à l'usage, tu connais aussi les solutions qui sont autour, voilà, autour du dev. C'est ça. Et par exemple, l'architecte, il va connaître aussi d'autres problématiques. On a souvent la problématique de comment tu déplaces ta data de ton ancien data center vers le cloud. Tu vois, là, c'est des grosses problématiques parce qu'il y a des entreprises, par exemple, qui se retrouvent avec, je ne sais pas combien, plusieurs terras de données ou des pétas de données à devoir transférer sur le cloud. Ça, c'est des problématiques où l'architecte doit venir aider, par exemple, pour savoir, voilà, parmi les options que AWS propose, laquelle sera la bonne. Donc, c'est vraiment cette connaissance à la fois des solutions et la capacité à designer en fonction du besoin. OK, monsieur. Merci, monsieur. OK. Super, monsieur. J'ai une question. Bon, je vais dire, j'ai deux questions. Il y a une qui est un peu légère. Non, vas-y, il n'y a pas de mauvaise question. On est là pour ça. J'aimerais d'abord savoir, vous avez parlé tout à l'heure lorsque sur la slide précédente, vous avez parlé des microservices et je vois que Spring. Est-ce qu'il n'y a que Spring qui fait du microservice? Et l'autre question. OK. Vas-y. Voilà. Et l'autre question, entre développeurs, vous dites développeur full stack et voilà. Par quoi est-ce qu'il faut vraiment commencer en tant que débutant? Parce que vraiment, je ne devrais même pas d'abord arriver là. La question devrait d'abord commencer au niveau de quel langage vraiment choisir parce que nous sommes vraiment dans l'embarras. On veut tout faire. On a les capacités. Avec ce qu'on a vu dans le Capsiki, vraiment, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. On est vraiment dans l'embarras. Donc, si vous pouvez un peu toucher ça et... D'accord. Et c'est une excellente question. C'est un vrai problème aussi qu'on voit même dans les entreprises. Quand j'étais chez mon ancien employeur, il y avait plusieurs équipes différentes. Il y a une équipe qui connaissait très bien le Java, une autre qui connaît très bien C#, .NET, il y a une autre qui connaît vraiment Node.js. Et c'est pour ça qu'on parle de microservices, en fait. L'idée est que à la fin, les équipes sont libres de choisir les technos qui les intéressent. Donc, si toi, tu es à l'aise avec du Java, c'est ce que tu as l'habitude de faire depuis le début, tu peux construire ton microservice à partir de Java et utiliser du Spring
Spring Boot, peu importe, pour développer ton service. Moi, j'ai beaucoup fait du .NET, hein, donc il est évident que je vais continuer à développer sur du .NET, mais depuis ces dernières années, j'ai commencé aussi à beaucoup regarder un peu les frameworks comme Node.js, parce que disons, c'est plus léger, c'est beaucoup plus rapide à comprendre, on peut développer assez rapidement là-dessus. Donc, il n'est pas question de dire que tel langage est mieux que tel autre. La vraie question à te poser, c'est où est-ce que tu te sens le plus à l'aise? Et ce qu'on voit de plus en plus maintenant que les entreprises utilisent, il y a beaucoup de Node.js, il y a beaucoup de React.js que vous allez faire d'ailleurs. Dans les backends, on retrouve aussi des top 3, hein, c'est-à-dire du Java, du .NET. Alors, du C, C++, c'est très spécifique, hein, mais voilà, encore une fois, c'est d'abord c'est où tu te sens à l'aise en premier, et après tu peux donc pousser la réflexion un peu plus loin. Ce que je voulais aussi ajouter en tant que développeur, c'est que il faut vraiment se focaliser sur les concepts. Quand on te parle par exemple de la programmation orientée objet, hein, tu vois, quand on te parle de singleton, d'héritage, de polymorphisme, tout ça, que tu sois en Java ou en .NET, tu vas retrouver ça. Donc, si tu comprends les concepts, comprendre comment un langage implémente ce concept est beaucoup plus simple. Donc, c'est que ça te permettra, par exemple, de quitter du Java vers du .NET en une semaine et demie maximum. Donc, voilà. D'accord, monsieur. Ok. D'accord, Bon, monsieur. après, effectivement, en tout cas, pour la filière, on va choisir, sur le front-end, on a choisi les technos. Tu vois, on a choisi React.js, voilà. Et pour la partie back-end, on a choisi Spring Boot. Donc, pour faire des microservices, voilà, avec Spring Boot, c'est possible. Voilà. On pourra aussi faire du Node.js parce que Node.js, voilà, ça marche très bien aussi avec React. Voilà. Donc, il faut faire des choix. C'est ça, parce qu'effectivement, tu as raison de dire que euh, avec ces architectures-là, il y a une pléthore de technos qui collent avec la partie front, il y a une pléthore de technos qui va coller avec la partie back-end. Voilà. Et il y a une pléthore de types de bases de données aussi. Et donc, il faut choisir. Et donc, essayer de choisir les bons chevaux. Il ne faut pas choisir une techno qui va disparaître, voilà, ou alors une techno qui a enfin, qui n'a pas une grosse communauté. Donc, c'est pour ça que Exactement. j'ai évoqué ces sujets de React.js, voilà, Spring Boot qu'on a abordé déjà en bootcamp. Voilà. Mais pendant le bootcamp, effectivement, on a fait du JavaScript, on a vu Bootstrap, on a vu, on a vu jQuery, mais ça, c'était pour vous montrer aussi, parce que si vous avez bien suivi les présentations, c'est vous montrer d'où on part. Voilà. Mohamedou a bien rappelé un peu le cheminement, mais pendant tout ce cheminement-là, les technos qui existaient, c'était JavaScript. Il n'y avait pas autre chose. Après, il y a eu jQuery. Après, il y a eu du Bootstrap. Et après, il y a eu React. Donc, c'est pour que vous ayez le chemin. Quand on n'atterrisse pas, vous croyez que l'informatique a commencé avec React. Mais à la fin, effectivement, il faut choisir les technos et essayer de se spécialiser, en tout cas, essayer de bien les maîtriser. Et C'est ça. vous allez passer du début ça de débutant voilà, à plutôt confirmé. Et pour revenir, il y a Stéphane qui a bien mentionné JS, jQuery, Bootstrap, React. Ça a évolué comme ça parce que, encore une fois, comme je parlais de concept tout à l'heure, côté front-end, il y a un concept qu'on appelle le MVC, Model View Controller, où on sépare la vue, le contrôleur, les modèles. Quand on avait le JS, il fallait implémenter tout ça tout seul, en fait, que le JS. Donc, c'était à toi d'isoler tes composants. Il y a jQuery qui est venu un peu mettre un peu plus de hauteur comme framework. Et maintenant, React qui pousse vraiment le concept plus loin, le concept de Model View Controller est implémenté vraiment au cœur de React. Donc, où tu construis ta présentation, tu construis le modèle de données, tu colles les deux. Quand tu modifies le modèle, ça met à jour automatiquement l'interface. C'est pour ça que le concept est très important, en fait. Donc, connais le concept. Quand il y a une nouvelle techno, regarde comment la nouvelle techno implémente le concept
regarde s'il y a la communauté autour de la technologie. Et après, franchement, tu rajoutes ce que tu aimes et c'est parti. D'accord, merci. Merci beaucoup pour Euh, ces informations. euh, monsieur, quand vous dites que le choix de la technologie front-end, le choix vous appartient, mais le choix nous appartient parce que, par exemple, là, vous avez parlé de React.js, de AngularJS. Bon, c'est déjà, si nous, on se sent à l'aise à travailler sur du AngularJS et que, je sais pas, l'autre personne veut travailler sur du React.js, donc, déjà, on peut faire ces mélanges-là et puis c'est le résultat, en fait, c'est la communication avec le back-end qui sera important au final ou bien c'est déjà, vous allez nous imposer de travailler, par exemple, ici à React.js. Bien, je sais pas trop. Ah, en tout cas, moi, je pense que dans le cadre du programme, il vaut mieux que on ne peut pas s'amuser à faire plusieurs frameworks, hein. Mhm. On va choisir, mais n'empêche que de toute façon, toi, tu peux à côté continuer à développer, à approfondir Angular. Et après, effectivement, si vous faites un projet et que toi, tu te dis, bon, de toute façon, React, bon, moi, j'ai pas le temps de me mettre dedans. Voilà, vous pouvez toujours partager la partie back-end parce que c'est pareil, c'est les web services que tu peux attaquer via React ou via Angular. Parce que c'est fait aussi exprès, le découpage comme ça, de modulariser ces applications pour que ton API elle puisse se plugger soit je sais pas, sur une application Java classique ou sur une application en React, voilà, ou qu'elle puisse être appelée depuis une appli native. Bah, c'est pour ça aussi qu'on a séparé. Ok, merci, monsieur. Monsieur Mohamed, s'il vous plaît, la prochaine slide. Oui. Monsieur, euh, les services en fait que vous nous présentez ici, déjà, les services sont inclus avec l'offre qu'on prend à AWS ou bien en fonction des services, il y a un prix qui est généré ou bien je ne sais pas trop. Bien, c'est livré avec et maintenant le développeur, il, il a accès à tous ces services-là. Mhm. Alors, la façon avec le cloud, on utilise le cloud, ça change un peu tout ça, hein. Donc, quand tu crées ton compte, par exemple, tu payes seulement, donc tu as bon, ça dépend de la région, donc, mais il y a, admettons qu'on est dans une région où on a tous les services, et dans ce cas, toi, en tant que développeur, tu as accès à tous les services. Ça ne veut pas dire que tu payes tous les services, hein. Tu ne payes que ce que tu utilises. Donc, typiquement, si tu utilises, disons, Cognito seulement, hein, tu vas seulement payer le Cognito. Tu ne vas pas payer une autre Dynamo ou Lambda parce que tu n'as pas utilisé ça, en fait. C'est même au cœur de la définition du cloud, c'est ce qu'on appelle le pay as you use. Donc, tu utilises et tu payes uniquement ce que tu as utilisé. Donc, voilà. Peut-être que Stéphane parlera de ça durant le cursus, hein. Oui, oui, en effet, on va voir hein, comment on facture sur le cloud. Mais effectivement, le concept, c'est le paiement. Tu paies à l'usage. Par défaut, en tout cas, le concept le plus minimaliste, c'est que tu paies à l'usage. Et après, on va voir que grâce au cloud, ils peuvent mettre en place des mécanismes de facturation un peu plus avancés. Voilà, par exemple, si tu acceptes de t'abonner de payer un abonnement, ou de t'engager, enfin un abonnement, de t'engager pendant 1 an ou 3 ans, voilà, par exemple chez AWS, ils vont diminuer ton tarif à la demande. Tu vois, ils peuvent le baisser de moitié. Imaginons, je ne sais pas, si tu payais 100 francs de l'heure, si, comme tu as signé un contrat dans une durée d'engagement d'1 an ou de 3 ans, tu vas payer, c'est pas 100 francs. Il y a des mécanismes comme ça. Mais le concept de base, c'est je ne paye que ce que j'utilise. C'est-à-dire que si j'ai utilisé 3 heures de CPU et que c'est en dehors de ma période de gratuité, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a aussi de la gratuité hein, sur le web. C'est-à-dire que c'est des choses que les gens ne pouvaient pas faire avant. Quand tu es allé Mhm. chez un hébergeur classique comme OVH, tu t'abonnes ou tu t'abonnes. Ici, par exemple, chez AWS,
tu ouvres, tu crées ton compte et tu peux utiliser des serveurs. Tant que tu restes dans la zone de free tier, tu ne payes rien. Donc, c'est aussi toute cette nouvelle façon de consommer, en tout cas la puissance de calcul voilà, que le cloud apporte. Et ça change aussi les comportements, ça change, on voit comment ça change la façon de designer des applis. Voilà, ça apporte voilà, énormément, plus de souplesse, plus de puissance aussi. Parce qu'avant, par exemple, si tu es comme pareil, tu étais chez OVH, tu te rends compte que tes serveurs ne tiennent plus la route, tu dois repartir par tout un processus pour essayer d'avoir plus de puissance. Alors que là, voilà, si tes serveurs arrivent à saturation, tu peux dynamiquement provisionner des choses, hein. Récemment, on avait travaillé sur un site de e-commerce de Douala, là. Voilà, quand il y a eu le Black Friday, bon, moi, je ne savais pas qu'au pays aussi, il y avait le Black Friday. Il y a eu le Black Friday. On avait le site où la charge montait à une vitesse et heureusement, automatiquement, on avait le, le provisioning dynamique des ressources qui se mettait en place et les serveurs, la puissance se rajoutait en fonction de l'affluence sur le site. Après, ça rebaisse quand l'affluence diminue. Donc ça, c'était aussi des choses voilà, qu'on fait plus. On pouvait toujours le faire avant parce que ça reste que des mécanismes, mais c'était parfois laborieux. D'accord, monsieur. Moi, j'ai trois questions, monsieur. D'abord, vous avez parlé tout au début de la certification, monsieur. Quelles sont les modalités pour avoir une certification AWS, par exemple? Et je pense qu'il y a plusieurs certifications. Et s'il faut commencer, il faut commencer avec quelle certification? Non, là, en tout cas, sur la filière, moi, j'ai fait le choix. Dans le programme, bon, peut-être que chez AWS, ils vont faire différemment, hein. Vous allez vraiment commencer à la base, parce que la base des certifications, c'est le cloud practitioner. Donc, c'est une certification normalement pour démarrer, pour être sûr que tu es bien familiarisé avec le cloud. Après, tu passes au niveau de certification associate. Et c'est là on va retrouver la certification que nous, on va viser, qui est Developer Associate. Donc moi, je pense que nous, on n'est pas obligé, de commencer par practitioner, mais au moins, il faut avoir les connaissances pour practitioner, sans forcément passer la certification. D'accord, monsieur. Comme ça, parce que pour faire la certification, il faut payer, hein, parce que toutes les certifications sont payantes. Une fois que tu es prêt, tu payes. Et après, avec ton code, tu pourras la passer dans un centre de certification ou bien en ligne. Voilà. Et le prix, monsieur? Le prix, je ne sais pas, Mohamedou, si tu connais le prix de la Developer Associate. En tout cas, je regarde. Je sais que la professionnelle est tournée autour de $300. Je pense que c'est $160. D'accord, monsieur. Voilà. Mais bon, c'est des petits, tu vois, c'est des petits investissements, mais ça te donne vraiment, voilà, ça établit le fait que voilà, tu as des connaissances sur cette techno-là. Voilà. Donc, c'est pas des choses où quand tu es prêt, il faut pas hésiter à la passer. Monsieur. Et la deuxième 150. question pour Stéphane, je ne sais pas, parce que j'ai un meeting qui commence. Oui, donc... pas de souci. Moi, je peux encore rester un peu avec les gars, mais merci beaucoup. En tout cas, tu nous as vraiment édifié. Merci beaucoup, les gars. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les adresser à Stéphane. Moi, je vais discuter avec Stéphane. Et puis, de toute façon, Mohamedou, il est sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à lui envoyer des demandes de connexion. Donc, j'ai mis mon nom complet dans le chat, donc vous pouvez me trouver sur LinkedIn sans problème. D'accord, monsieur. OK. Salut, chef. Ouais. Merci, monsieur. OK, monsieur, la prochaine question tourne autour des débouchés, monsieur, les débouchés en ce qui concerne les programmeurs full stack AWS, monsieur. Parce que, bon,
passe beaucoup de temps sur LinkedIn et je vois la plupart des demandes AWS, elles viennent de l'extérieur. Et qu'en est-il ici en Afrique, ou par exemple le cas du Cameroun? Est-ce qu'on est vraiment, ou du moins vous êtes vraiment sollicité? En tout cas, enfin, moi, de ce que je connais, c'est que de toute façon, ça commence, hein, parce que il faut aussi que les entreprises acceptent d'aller sur le cloud. Donc, c'est ça. Et moi, j'ai vu, on m'a sollicité du Cameroun pour migrer tout un site e-commerce, voilà, d'un hébergeur qui était suédois vers AWS. Ça veut dire que les gens, en tout cas les entreprises, commencent à comprendre le fait que les vertus, en tout cas les vertus du cloud, et elles commencent à savoir que oui, c'est le cloud AWS qui de toute façon domine. Et donc, si on veut le service, si on veut un service qui soit rendu le plus correctement possible, c'est vers AWS qu'il faut aller. Voilà. Et après, peut-être que ça ne se voit pas assez sur LinkedIn. Et puis voilà, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le cadre du programme, voilà, nous aussi, on espère aussi être le relais. C'est-à-dire, si on sait que nous, on peut attester de vos compétences, on va faire le relais voilà, avec des entreprises ici. Parce qu'on sait que le marché ici, on est sûr que la demande, elle est là. Donc, on va faire le relais. On parle souvent du parcours de Franck qu'on a vraiment mis en avant quand on lançait le programme, où il était au pays, mais il travaillait pour aucune entreprise. Enfin, il a un peu travaillé effectivement avec le Burkina, mais il a fait beaucoup de projets pour des besoins ici. Donc ça aussi, c'est un modèle que on pourra exploiter. Il y a même un autre, euh, une autre personne qui faisait aussi partie du programme, qui était avec Franck, qui même elle-même, vu qu'elle avait maintenant des nouvelles compétences, voilà, autour par exemple de la digital workplace, qui s'est mise en visibilité et qui après a organisé elle-même son départ pour aller rejoindre une entreprise française. Donc, de toute façon, une fois que vous avez vos compétences, vous êtes visible sur LinkedIn, vous avez normalement accès à un marché qui est mondial. Voilà. Et donc, vous pourrez effectivement être sollicité certainement localement, mais vous pourrez aussi, pour ceux qui envisagent aussi de venir sur le marché français, ils pourront intégrer le marché français parce qu'ils auront, ils seront sur les technos qui sont demandés. Ok, merci, monsieur. La dernière question, monsieur, ça, bon, un peu bizarre, mais ça va tourner, monsieur, autour de la rémunération, monsieur, des développeurs full stack AWS, en gros. Non, en fait, de toute façon, par région, les développeurs, de toute façon, débutants, peu importe souvent les domaines, hein, parce que voilà, on va souvent tourner autour de 30 000 euros, 40 000 euros. Ça, c'est le salaire annuel. Parce qu'en France, souvent, il y a plein de choses qui vont jouer, hein, souvent. C'est-à-dire, on va regarder aussi en fonction de votre expérience, on va regarder des fois aussi les écoles, parce qu'il y a par exemple des écoles ici, quand quelqu'un sort de là, même s'il n'a aucune certification, il peut pas démarrer à moins de 40, 45, 50 000, parce que des fois, en France, il y a des écoles qui ont plus de poids que d'autres. Mais nous qui venons souvent du pays, et même si tu étais à Polytech et tout, machin, ils s'en foutent. Et pour eux, c'est comme si on avait n'importe quel diplôme. Donc, ils vont nous classer au même niveau, voilà, que quelqu'un qui est ici en France et qui a fait une école que personne ne connaît. Donc, on va toujours démarrer. Je pense que nous tous, on a démarré entre 30 et 40 000 euros. Ça, c'est vraiment le départ. Et après, au bout de. Et comme le marché est très large, il y en a ils font même pas un an dans une boîte, ils changent comme ça. Et en 2, 3, 4 ans, il a déjà rajouté 10 000 euros sur son salaire annuel, voire plus. Voilà. Et après, normalement, tu ne peux pas monter éternellement. En fait, au bout d'un moment, quand tu as déjà
pas mal d'années d'expérience, l'idéal, c'est plus de bosser directement, enfin, d'être dans des boîtes. Tu crées ta propre boîte, comme ça, tu peux travailler en indépendant. Et là, tu peux encore passer à un cap au niveau de ton revenu. D'accord, monsieur. Donc, Merci, il faut monsieur. imaginer ça aussi comme c'est un chemin que vous allez emprunter. C'est pas parce qu'on t'a payé une année, même 30 000, que tu vas passer ta vie là. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le monde de l'emploi, c'est vraiment la première étape. Et après, tu peux toi-même écrire tout un tas de pages, quoi. D'accord, monsieur. Merci, monsieur, pour ces éclaircissements. OK. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions? Monsieur, Oui. je voudrais savoir si, par rapport aux modalités de la certif AWS, je voudrais savoir si on ne doit pas avoir un certain nombre d'activités sur la plateforme en elle-même pour avoir certaines certifs, comme la professionnelle. Non, en fait, toutes les certifications, on va te dire qu'il est conseillé d'avoir tel nombre d'années d'expérience dans le truc et tout ça. On va toujours te conseiller ça, mais c'est que des conseils. Mais en réalité, la certification, tu as le droit de la passer si tu payes le ticket pour aller la passer. Donc, en réalité, c'est juste des indications qu'on te donne. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer à la certification. C'est-à-dire que pendant toute l'année, on va prendre toutes les solutions dont les connaissances sont requises, on va les mettre en pratique. Et du coup, tu auras manipulé toutes les solutions dont on parle. Et de toute façon, tu vas aussi avoir, parce qu'il y a moyen de faire comme des tests, des examens blancs de préparation et tout, tu vas voir que si tu n'arrives pas à répondre aux questions, c'est que tu n'es pas encore prêt. Tu vois, la certification, c'est pas juste tu te pointes, non, tu te prépares, tu fais les tests blancs, après, voilà. Et aussi, tu pratiques, parce que, comme je vous ai dit, hein, le cloud AWS en tout cas, tu as 1 an où tu fais plein de choses gratuitement. Donc, ça te permet quand même de bien te former et d'adopter la plateforme. Donc, on ne va pas se présenter à la certification sans avoir même cliqué un jour sur le cloud, quoi. Enfin, sans avoir lancé un serveur, en tout cas provisionné un serveur sur le cloud. Monsieur, Ok, monsieur, merci, monsieur. monsieur, concernant maintenant les projets sur lesquels on va travailler, déjà, ce sera uniquement les projets académiques, bien, je ne sais pas, les projets type formation. Non, on va aussi faire en fonction on va faire en fonction des opportunités, hein. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a l'un de nous travaille avec un client qui a besoin voilà, euh, de développement sur une solution, voilà, on est transparent, on lui dit que voilà, c'est tel jeune du programme qui va faire ce dev-là sous notre encadrement, et il y aura des projets comme ça. Il pourra aussi y avoir des projets en collaboration avec voilà, les autres filières. Par exemple, je sais que voilà, l'André Coam, il peut être intéressé par le fait, par exemple, d'avoir quelque chose qui nous permet de déployer facilement une digital workplace sur AWS. On pourra imaginer des projets passerelles comme ça. Voilà. Là, par exemple, en tout cas, j'ai- j'ai- j'ai une connaissance là qui est en train de lancer, qui veut lancer un service voilà, sur le net là, qui est autour de React et tout. Voilà, c'est autant de partenariats on peut solliciter et voilà, des fois ça pourra être rémunéré si on arrive à trouver un modèle de rémunération ou alors des fois ça peut être un projet voilà, mais qui permet de s'exercer vraiment parce que c'est un vrai besoin qui est spécifié par un client. Donc c'est comme ça on va imaginer, on va pas, je pense qu'effectivement, on peut faire des trucs, si on n'a vraiment rien, on va faire que des trucs purement académiques où on va imaginer nous-mêmes
des besoins, imaginer voilà, les solutions, histoire de vous faire pratiquer. Voilà. Mais je pense que quand on a un autre client, vous voyez aussi d'autres dimensions qu'il y a souvent dans les projets. C'est souvent voilà, un peu la pression que les clients mettent parce qu'ils attendent que voilà, la fonctionnalité sorte pour telle date. Donc, c'est aussi des contextes et que c'est bien aussi de se plonger dedans. Ok, monsieur, merci. Ok. Du coup, il y a encore des questions? Non, je pense que, bon, pour moi, j'ai plus de questions. Ok. Ok, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de vous montrer comment on va essayer d'animer cette filière. Et voilà, donc j'attends ceux qui seront voilà, partants pour, voilà, pour ce parcours. Bon. Mais vous avez déjà fait vos choix ou vous réfléchissez encore? Non, monsieur, les choix n'ont pas été faits parce que on n'avait pas encore assisté à toutes les réunions d'orientation. D'accord. Pour ma part, c'est à faire. Manuel? Oui, c'est quoi ton choix alors? Là, tu es ingénieur. D'accord, c'est cool. Je voulais d'abord voir si AWS peut me changer d'avis. Bon, en tout cas, que ce soit data et tout, oui, comme certainement Cédric a dû vous dire, hein, à un moment donné, si tu es en train de faire de la data et que l'infra elle est sur AWS, tu vas t'intéresser aux solutions AWS pour la data à un moment donné. Qu'ils adressent tous les domaines. Hein. Je vous comptais faire si vous posez cloud architecte. Moi, on va plus me cloud architecte. Je me voyais plus en cloud architecte. Oui, mais je pense que cloud architecte, c'est le souci. On peut pas non plus passer directement en cloud architecte hein, parce que c'est beaucoup de services à connaître hein, et c'est beaucoup aussi d'expérience aussi. Donc, après, n'importe qui tu peux avoir l'assertif, hein, mais ça ne veut pas dire que, voilà, quand une problématique va venir, tu sauras tout de suite. Parce que l'assertif, c'est comme tout, c'est académique aussi. C'est beaucoup de bachotage. Donc, il y a des gens, des fois même en Inde, il y a des petits de 14 ans qui sont souvent assertifs, mais des fois, ils n'ont pas l'expérience. Voilà. Ok. Là, sur ce cursus. Après, si tu es intéressé par la certification cloud, moi j'ai un cours Udemy où j'ai essayé en tout cas de condenser mes connaissances pour la partie solution architecte professionnel. Donc c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu faire comme accompagnement, mais c'était pas adapté, en tout cas pour les étudiants qui sont encore à l'école, quoi. Ok, monsieur. Ok, monsieur. En tout cas. Bon, du coup, si on n'a plus de questions, on peut alors arrêter notre session. Oui, monsieur. Je pense que là, Hein? je pense qu'on n'a plus de questions et nous vous remercions d'abord d'avoir fait venir ce Mamadou qui nous a, a vraiment beaucoup apporté avec son petit exposé. Oui, en tout cas, moi, je voulais qu'il soit là parce qu'il est chez AWS, hein, donc il est vraiment au cœur voilà, des nouveautés aussi, de tout ce qui se fait. Et voilà, il est comme nous tous. Hein. On était à Yaoundé, il s'est battu, il est venu ici continuer. Voilà. Donc, pour moi, c'est toujours bien comme ça d'avoir quelqu'un voilà, qui peut aider à répondre aussi à toutes les préoccupations. Parce que je sais, hein, moi, j'étais à l'école, quand j'étais à l'école comme vous, même, je ne savais pas ce que j'allais devenir, hein, ce que j'allais faire.
Et voilà. Et c'est pour ça que c'est important toujours d'échanger avec ceux qui sont déjà passés par tout ça. Surtout qu'il y a beaucoup de choix. Hein. Il y a beaucoup de choses. Voilà. On a vu, hein, rien que le front-end, il y a beaucoup de techno, mais il faut choisir. Le back-end, il y a des gens, quand on faisait du Java, ils voulaient faire autre chose. Voilà. Mais à coup sûr, voilà, si tu choisis ta filière, tu sais où tu vas. Voilà, à la fin, tu pourras. En tout cas, c'est un bon début parce que la carrière est longue. Hein. La carrière est longue. Et voilà, on va essayer tout au long de l'année, voilà, de vous mettre sur les rails en transmettant, nous, les chemins qu'on a pris. Ok. Donc, voilà, du coup, c'est bon, alors. On peut s'arrêter là. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Hein, et on se revoit bientôt, en tout cas pour ceux qui seront dans la filière. Voilà, et même ceux qui ne sont pas dans la filière, en tout cas, on est sur le programme à 3 avec Landry. Voilà, il y a beaucoup de problématiques qu'on peut adresser de façon transversale. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur.